Pour se changer un petit peu les idées, pour parler de d'autres choses horribles qui ont lieu parfois sur Terre, je propose de laisser la parole à Jules parce que tu as des choses à nous dire à ce niveau-là, je crois. Eh bien oui. Alors pour une fois, j'ai pas vraiment chialé une introduction qui va durer plus que la chronique en elle-même. Je vais simplement vous parler d'une petite découverte qui a eu lieu, alors qui a commencé plutôt en 2010, mais qui a vraiment eu un retentissement en 2012, au niveau de la Suisse, assez proche de nous, au niveau du fameux lac de Suisse, le plus grand lac de Suisse, qui s'appelle le lac Léman. Yes, je le savais. Ils s'en doutaient. Je Pour l'avais les dit en auditeurs off. qui nous écoutent, j'avais commencé à leur teaser l'épisode avant. Mais moi j'ai Alors- rien dit, hein, j'ai laissé faire le suspense. Alors le lac Léman, c'est un lac assez placide d'aspect, assez grand, on le voit jusqu'à l'horizon lorsqu'on est au niveau de Genève. Aucun danger ne semble en émaner, et pourtant. En avril 2010, Stéphanie Gué et Girard Clos et Katrina Kremer, navré pour les noms, de limnogéologues. Alors qu'est-ce que des limnogéologues? C'est simplement des géologues qui vont s'intéresser à des dépôts lacustres, donc qui vont étudier ces dépôts dans les lacs, qui sont deux chercheuses à l'université de Genève, embarquent à bord de la Licorne, leur petite embarcation, pour une mission de 5 jours sur le lac Léman. L'idée est de rechercher d'anciennes traces d'épisodes de crues dans les sédiments du lac. Simplement, une crue va déposer énormément de sédiments d'un coup, elle est beaucoup plus compétente à transporter des graviers, des sables et autres, et donc va en déposer beaucoup d'un coup. C'est à cela qu'on peut reconnaître dans les sédiments d'anciens épisodes de crues. Et c'est à la recherche de ces anciens épisodes que ces deux chercheuses sont parties sur leur bateau la Licorne. Ça fait un peu Tintin là. Ça fait un peu Tintin, ouais, c'est ça, C'est exactement. Alors peu après avoir largué les amarres et enclenché l'appareil d'éco-sondage pour déjà se faire une pré-idée des couches sédimentaires qu'on peut trouver au fond, elle remarque sur leur écran une anomalie dans cette couche de sédiments. Elle découvre en fait une couche peu ordinaire, particulièrement épaisse, au milieu du lac. Quand je dis particulièrement épaisse, c'est une formation de plus de 10 km de long, 5 km de large et plus de 5 mètres de profondeur. Ces volumes ne peuvent s'expliquer que par un événement absolument colossal. Et par hasard, ces deux scientifiques viennent en fait de tomber sur les traces d'un glissement de terrain sous lacustre, donc sous le lac, qui a pu provoquer un immense raz-de-marée sur le Léman. D'après leur observation, le glissement de terrain lui-même correspondrait à environ 250 millions de mètres cubes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma chronique sur les écroulements dans les Alpes. C'est absolument immense, 250 millions de mètres cubes. N'oubliez pas, un Chauvet, l'écroulement qui a bloqué la grotte, fermé la grotte Chauvet, c'est 40 000 mètres cubes à peu près. PKB, quoi. 40 000 ou 4 000, je sais même Ah pas ouais. si c'est pas 4 000, à voir. Enfin, bon, 250 millions, c'est absolument hors d'échelle. Donc 250 millions de mètres cubes qui seraient descendus brutalement du haut du lac, donc de l'amont, vers le centre. Et des restes de végétaux piégés dans ces sédiments ont permis, grâce au carbone 14, il y a une magnifique émission sur le carbone 14 qui va bientôt sortir, qui est déjà sortie, Qui est déjà sorti dans la Faut temporalité dans- des auditeurs, exactement. normalement. Ouais. qui permet donc de placer cet événement dans une fourchette chronologique située entre 361 et 612 après Jésus-Christ. Et là, on arrive à peu près aux limites de ce que les géologues peuvent nous dire. Mais ce qui est intéressant en science, c'est de pouvoir croiser les approches de différentes disciplines qui à elles seules ne pourraient pas nous donner une réponse complète. Et ici, justement, c'est des fourchettes de dates fait écho à ces deux chercheuses tout simplement parce que d'autres sont déjà sur ce créneau. C'est tout simplement les historiens. Pourquoi ? Parce qu'un événement similaire est consigné dans des chroniques de cette fourchette de temps par deux évêques, Ah. Marius d'Avenches et Grégoire de Tours. Ah, Grégoire de Tours, carrément. Alors pour commencer par le premier, Marius d'Avenches donc écrit dans les années 580. Donc voilà la traduction de sa notice écrite en latin. Cette année-ci, la grande montagne du Torredonum, dans le diocèse du Valais, s'écroula si brusquement qu'elle écrasa un bourg qui était proche. Des villages et en même temps tous leurs habitants. Sa chute mit aussi en mouvement tout le lac, long de 60 miles de large et de 20 miles, qui sortant de ses deux rives détruisit des villages très anciens avec hommes et bétail. Le lac démolit même beaucoup d'églises, avec ceux qui les desservaient. Enfin, il emporta dans sa violence le pont de Genève, les moulins et les hommes, et entrant dans la cité de Genève, il tua beaucoup d'hommes. Alors pour les géologues, ce premier témoignage
est intéressant parce que si on le voit d'un œil de géologue, ça veut dire que la vague suit immédiatement la chute de la montagne. N'oubliez pas, hein, elle essaye de déterminer comment ça a pu se produire géologiquement parlant. Ouais. C'est un peu plus différent pour l'historien Grégoire de Tours, qui est contemporain de Marius. Pour lui, donc je reprends la traduction, alors apparut en Gaule le grand prodige du bourg de Torredonum. Ce bourg était placé au-dessus du Rhône. La montagne, après avoir fait entendre pendant 60 jours et plus, je ne sais quel sourd mugissement, se fendit enfin, se sépara d'une autre montagne qui lui était proche, et s'écroula dans le fleuve, entraînant dans sa chute des hommes, des églises, avec les richesses qu'elle contenait et des maisons. Les deux rives étaient obstruées, l'eau remonta en arrière. Le lieu était en effet resserré des deux côtés entre les montagnes dans les gorges desquelles coule le fleuve. Inondant la partie supérieure de la vallée, il couvrit et détruisit tout ce qui se trouvait sur ses rives. L'eau s'étant accumulée, se répandit avec impétuosité plus bas. Elle surprit inopinément les hommes comme cela était arrivé plus haut, les noya, renversa leurs maisons, fit périr les bêtes de somme, ravagea et détruisit par une violente inondation tout ce qui se trouvait sur ses rives jusqu'à la ville de Genève. Beaucoup rapportent que la masse d'eau était telle qu'elle se répandit par ladite ville en passant par-dessus les murailles. Alors là, bon, vous voyez déjà qu'on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et pour l'évêque de Tours, la montagne s'écroule donc dans un défilé, elle obstrue le Rhône pendant quelque temps, et c'est un barrage naturel qui cède sous la pression. Donc là, c'est une rupture de lac de barrage, en quelque sorte. Ce qui n'est pas exactement le même événement. Encore une fois pour nos géologues. Parce qu'encore une fois, pour le premier, c'est la montagne qui tombe, qui perturbe directement le lac, et le lac bouge par la suite. Pour notre deuxième témoin, ce serait plutôt l'écroulement qui va bloquer le Rhône, provoquer la mise en place d'un lac en amont, le barrage pète, et toute l'eau du barrage qui vient de se former part dans le Léman et le déstabilise. Bon, vous allez me dire c'est des détails de géologue, mais ça permet simplement de reconstituer une histoire petit à petit. Au final, en corrélant tout cela avec les archives sédimentologiques que maintenant on avait et qui permettaient de bien caler dans le temps et d'être sûr de cette anecdote, donc qui serait passée en 563 de notre ère, les scientifiques ont réussi à créer une simulation numérique de l'événement qui montrerait que l'écroulement lui-même aurait déstabilisé le sol en tombant. Le choc sur le sol limoneux s'est transmis au haut du lac et une grande quantité de sédiments déposés par le Rhône à son embouchure a glissé vers le milieu du lac. C'est ce phénomène qui a déstabilisé l'eau, créé une onde et provoqué un tsunami. Il a même été possible de mesurer l'ampleur et la vitesse de la vague en question. Elle avait environ 13 mètres de haut quand elle a frappé Vidi. 70 minutes plus tard, c'est une vague de 8 mètres qui balayait Genève. Marius, vous vous rappelez, affirme que la vague est entrée dans la ville, et Grégoire précise même qu'elle est passée par-dessus les murailles. Et bon, c'est une remarque qui paraissait un peu osée, jusqu'à ce que, en réalité, l'archéologue Charbonnet démontre que la muraille de la cité de Genève s'étendait alors jusqu'à la rive du lac, compte tenu des archives qu'on a de la hauteur de la muraille et de la hauteur de la vague. Effectivement, il avait bien vu juste. C'est une immense vague qui est passée par-dessus les murailles de Genève et qui a totalement noyé la ville. Alors vous voyez qu'on est arrivé sur une autre discipline, on est arrivé sur le côté archéologique. Alors en fait, l'archéologie pour le coup n'a pas permis d'énormément avancer sur la question, de reconstituer cette histoire, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sur la dent. Il faut se contenter de découvertes anciennes, mal documentées. On a par exemple une tombe du 6e siècle, à Rhéna, qui semble avoir été bouleversée par un choc assez important, et 5 squelettes humains mis au jour en 1870, lors de la construction d'un collège à Noville. Quoi qu'il en soit, ces archives historiques, qui permettent donc de mettre un nom sur cet événement, et d'aller plus loin dans l'analyse, de mettre un nom sur la montagne qui s'est effondrée, d'aller plus loin dans l'analyse géologique, est centrée sur un lieu, c'est-à-dire une mémoire, des personnes qui l'ont vu et qui ont pu le raconter. Pourtant, beaucoup d'autres événements ont pu se dérouler sans que la mémoire des gens qui l'ont vécu parvienne jusqu'à nous, ou même sans qu'il y ait d'observateurs pour les voir. Et c'est là que justement ces données naturelles, ces archives naturelles permettent d'aller beaucoup plus loin. Ainsi, les deux scientifiques ont recueilli des données qui montrent d'autres déplacements massifs de sédiments dans l'histoire du Léman. En tout, ce sont 6 tsunamis qui se seraient déroulés sur une période de 3750 ans. Et en réalité, il y en a certains, alors pas que au Léman,
Mais il y a certains événements semblables qui ont été gardés en mémoire sur un temps relativement court. Ainsi, en 1584, une série de tremblements de terre déstabilise une paroi rocheuse proche du premier écroulement du Torre de Nome, vers Ivorne, donc toujours en amont du lac Léman. L'écroulement en lui-même fait 100 morts et provoque là encore un petit tsunami sur le Léman. En 1601, un fort séisme crée plusieurs vagues dans le lac, des 4 cantons en Suisse. En 1687, une crue violente et soudaine de la rivière Mutoa va créer encore une fois un tsunami sur le même lac des 4 cantons. En 1806, un gole d'eau, un écroulement de 40 millions de mètres cubes, finit sa course dans un lac proche, provoquant là encore un même événement. Et enfin, en 1822, un fort séisme au niveau du lac du Bourget crée un tsunami à sa surface qui a été documenté. Mais qui se souvient de tous ces événements ? En fait, on oublie ces catastrophes. Il y a des chercheurs qui ont avancé l'idée selon laquelle on oublierait globalement les catastrophes au-delà de 150 ans. Et donc, qui garde la mémoire en fait de ces événements, qui par nature en fait sont très rares, c'est ce qu'on appelle la courbe de Farmer, c'est que les événements de haute intensité sont de très faible fréquence. Ainsi, les événements vraiment majeurs, les catastrophes majeures, arrivent très rarement, ça paraît assez logique dit comme ça, mais donc on n'en garde pas la mémoire. D'où l'intérêt de croiser les disciplines, de toujours d'avoir aussi recours aux archives naturelles et de pouvoir petit à petit reconstituer à la fois les histoires, la chronologie de ces événements, mais également de comprendre comment ils arrivent. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui dans une période de réchauffement global, et dans les Alpes et dans d'autres montagnes, la conséquence directe de ce réchauffement, je vous l'avais dit dans une précédente émission, c'est la fonte du pergélisol, le permafrost en anglais, c'est le sol gelé qu'on peut trouver dans les hautes latitudes ou alors dans les hautes altitudes. Et ces sols gelés en haute montagne, en fait c'est le ciment des montagnes. Elles se sont agencées comme ça et beaucoup de parois tiennent en partie grâce à ces sols gelés. Et ainsi la déstabilisation de ce ciment froid par le réchauffement des parois provoque des déstabilisations et des écroulements. Depuis plusieurs dizaines d'années, on a constaté une explosion des écroulements dans les Alpes. Les alpinistes le savent par exemple particulièrement bien. Et ainsi, l'augmentation de ces risques au niveau des montagnes, l'augmentation de ces risques d'écroulement, on le voit, peuvent au-delà de l'écroulement lui-même, provoquer bien plus loin des phénomènes divers qui peuvent aller donc jusque dans les zones de lacs à des événements de tsunami, chose qu'on aurait du mal à imaginer par exemple en étant à Genève, en étant juste en face de la grande et j'ai zappé la grande fontaine. Le jet d'eau, c'est ça ? Le jet d'eau, oui. Le grand jet d'eau de Genève, on aurait du mal en regardant l'eau plate du lac à imaginer de tels événements. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, il y a un événement absolument abominable qui est arrivé en Himalaya. Si vous avez vu les images, c'est des vagues immenses qui déferlent dans des vallées, qui détruisent tout sur son passage. Il y a eu énormément de morts, des dégâts inestimables. Là, pour le coup, c'est pas un tsunami, c'est un lac de barrage qui a cédé, une poche sous-glaciaire. Bref, c'est des événements qui vont probablement arriver de plus en plus. Et ainsi, comprendre leur dynamique, comprendre leur temporalité, mais comprendre également leur puissance, l'importance, leur ampleur qu'ils peuvent avoir parfois, même lorsque nous-mêmes nous l'avons oublié, est un des défis majeurs pour les prochaines années. Défi qu'il va falloir relever, quoi. Exactement. Voilà, j'espère que vous avez découvert cette petite histoire autour du Léman. Alors c'était une petite histoire de recherche brève cette fois-ci, mais j'espère que ça vous aura fait réfléchir. Peut-être, ne vous angoissez pas non plus en allant vous baigner dans le Léman. C'est un événement qui se reproduira très certainement. Simplement, l'idée c'est déjà de pouvoir l'anticiper, notamment dans sa gestion, dans la gestion de l'événement. Peut-être pas dans son annulation en quelque sorte, mais dans sa gestion oui, et pouvoir par exemple prévenir, je vous ai dit, ça a mis à peu près 1h30 à arriver jusqu'à Genève. Alors il n'y a pas que Genève, bien évidemment, il y a d'autres villes qu'il faudrait protéger, mais enfin on pourrait déjà mettre en place c'est déjà en cours, mettre en place des processus pour pouvoir avertir les gens, pour pouvoir anticiper et gérer la crise. Okay. Voilà. Ok. Dormez sur vos deux oreilles.
bord du lac, Yes. avec le soleil tapant votre dos, et vous inquiétez pas trop non plus. Oui, de toute façon, il faut pas non plus surinquiéter, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça peut arriver à un moment donné ou à un autre, quoi. C'est clair, oui, de savoir que c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. C'est ça, ça arrive plusieurs fois. Ouais. Du coup, Marc, tu connaissais l'écroulement lui-même, mais je sais pas du coup si tu savais qu'il y en avait eu plusieurs. Non, je savais pas qu'il y en avait eu plusieurs. Je pense que celui que je connaissais, c'est celui qui est répertorié par mon vieux Grégoire, je pense, mais le Torredonum. Je sais plus comment je l'ai appris, parce que j'ai bossé sur mon mémoire sur un des châteaux au bord du lac Léman, donc peut-être que c'est là-dedans que j'ai appris l'existence de ce passage-là, mais alors c'est des très très lointains souvenirs, bien sûr. Alors c'est en 2012 qu'il y a une publication dans Nature, et autrement il y a un très très bon documentaire d'Arte sur la question. Ah, cool. Voilà, donc qui n'est plus disponible sur YouTube, à mon grand désarroi, mais qui, voilà, si jamais vous voulez vous le procurer, c'est un super bon documentaire qui justement fait partie de ce documentaire qui montre l'intérêt et la force de croiser différentes disciplines. Comment est-ce qu'une discipline qui n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de sa question parce qu'elle était limitée par sa méthodologie et par tout simplement les archives qu'elle traite, va à un moment donné bénéficier de l'expertise et de l'analyse d'autres scientifiques sur une autre discipline qui eux-mêmes avaient des visières et ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voyaient, et donc les vestiges et les archives font sens lorsqu'elles sont mises en commun et qu'on travaille dans ce genre-là. Bah, merci du coup Jules pour ta super chronique, encore une fois, d'histoire de recherche. C'est toujours aussi cool, toujours aussi intéressant. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.